Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Très contente de vous retrouver. Voici le programme de l'émission. On va démarrer par notre focus avec la série La famille tout écran qui a pour objectif de donner des éclairages utiles et des conseils pratiques à toutes les familles quant à l'utilisation du numérique au sein des foyers. C'est proposé par notre partenaire Le Clémy et on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. De quoi vous allez nous parler ? Ah là là, je vais vous parler d'un sujet qui peut paraître anodin, mais qui ne l'est pas du tout. L'architecture pour les animaux et pour les végétaux, qui en ces temps de déséquilibre environnemental, en fait, est crucial. On va voir, donc c'est partiellement l'architecture du futur, Philippine. Merci beaucoup, Jeanne. On voit ça avec vous dans un instant. Et puis c'est notre sujet du jour. Vacances d'été riment souvent avec liberté, repos, mais aussi parfois avec écran, ennui ou perte de rythme. Et si c'était justement le moment idéal pour se découvrir autrement, et notamment grâce au sport. Ben oui, on ne va pas parler ici de performance ou de médailles, mais plus de confiance en soi et d'amitié qui naissent en transpirant. Vous allez le voir, comment le sport peut-il transformer les vacances et même un peu les jeunes aussi. On en parle avec notre invité aujourd'hui, Xavier Aubert. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous êtes le président de Go and Live. On va en parler avec vous dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, pour sensibiliser enfants et parents à l'utilisation du numérique au sein des familles, Le Clémy, notre partenaire, nous propose un nouvel épisode de sa série, votre série préférée évidemment, La famille tout écran. Regardez ça. Des milliers d'adolescents et d'enfants quittent les salles de classe pour retrouver les terrains de sport. Car au-delà du simple loisir, la pratique sportive en colonie séduit de plus en plus de familles, avec bien sûr l'esprit d'équipe, l'autonomie, le dépassement de soi. Quels sont les vrais bénéfices du sport pendant les vacances et comment ces séjours façonnent-ils leurs compétences? On voit ça tout de suite dans la première partie du talk. Et on va le voir avec notre invité aujourd'hui, Xavier Aubert, président de Go and Live, qu'on ne présente plus vraiment. Vous êtes un acteur qui revient régulièrement sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes spécialisé bien sûr dans les colonies de vacances en France et à l'étranger. Et puis vous avez fait, il y a quelques mois, quelques années, bien sûr, de votre priorité maintenant le sport. Le sport pour les jeunes, le sport comme outil aussi d'émancipation, le sport pour apprendre une langue étrangère aussi. Racontez-nous, ça se passe notamment avec Sport Religion, je crois. Effectivement, Sport Religion est une société qui a été créée en 1977 par une basketteuse célèbre, Jackie Chazalon, des demoiselles du CUC à Clermont-Ferrand. Toute une histoire passionnante d'ailleurs. Et puis donc elle a créé ces camps sportifs, vraiment mode américaine. D'accord. Et cette société donc est entrée dans le groupe Go and Live en 2001. Voilà, donc c'est une société qui est vraiment axée sur le sport pour les jeunes, avec des stages sportifs et des colos sportifs. Quelle est sa vision aujourd'hui, la vision en tout cas qui vous guide, vous, chez Sport Religion, après de 50 ans après sa création justement? Alors, initialement, Sport Religion, c'était la rencontre d'une élite et de jeunes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de S à élite et il y a des S avec jeunes, avec Jackie Chazalon et de nombreuses célébrités du sport qui venaient rencontrer les jeunes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça devient très compliqué d'avoir recours à des sportifs de haut niveau pour venir. Par contre, on travaille aujourd'hui sur un encadrement très compétent et diplômé pour encadrer nos jeunes et les amener à faire des vacances sportives. Donc les encadrants sont des sportifs, j'imagine, des anciens sportifs de haut niveau peut-être? Alors, pas des anciens sportifs de haut niveau, ce sont des personnes qui sont diplômées, BPE, GEPS, TAPS, etc. Des diplômes fédéraux qui sont habitués aussi à encadrer des jeunes, bien souvent dans des clubs tout au long de l'année. Quels sont selon vous les principaux bénéfices, Xavier, du sport chez les jeunes, au-delà bien sûr de la forme physique? Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces parents, ces enfants, quand ils sortent de colo avec Sport Religion? Disons que le gros avantage de venir dans une colo Sport Religion, il existe de nombreux camps d'été dans les clubs dans lesquels ils jouent habituellement. C'est tout très bien, mais chez Sport Religion, il y a un élément complémentaire, c'est qu'en fait, les enfants partent de chez eux, partent en colonie de vacances, rencontrent des jeunes de toute la France, sont encadrés avec donc je vous le disais, des coachs sportifs de haut niveau, donc ils progressent différemment
différemment et quand ils reviennent après dans leur club, ils ont vu autre chose. Mais il n'y a pas que le sport. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute la partie, c'est la spécificité de Sport Legion qui sont des campus multisports. Contrairement à des académies qu'on peut voir où il n'y a que des footballeurs, que des basketteurs, que des tennismen. Là, en fait, il y a le sport et ensuite toute la partie activité colonie de vacances où les veillées, les repas, certaines activités sont prises avec des jeunes qui viennent d'autres disciplines et ça crée une vraie mixité. Et ça s'adresse à des jeunes qui ont tout niveau en sport? Est-ce qu'ils doivent être déjà inscrits dans une fédération? Comment ça se passe? Tout dépend des sports, mais effectivement, Sport Elite Jeune, ce n'est pas pour des élites, c'est pour des jeunes de tout niveau. Et par contre, on s'adapte et on peut venir en ayant un très bon niveau, on peut venir en étant complètement débutant pour découvrir un sport ou en découvrir plusieurs. Jeanne, qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup de choses, mais est-ce que du coup vous avez des complexes où il y a où il y a un terrain de tennis, où il y a du ping-pong, du badminton et que sais-je? C'est ça. Effectivement, on propose une quinzaine de sports. On a 2 formules d'activité. On a l'académie où là c'est le même sport le matin et l'après-midi, et là on est vraiment sur une volonté de progression avec des ateliers techniques, tactique, vraiment en groupe et individuel, où on s'adapte à chaque enfant. Et puis après, on va avoir la partie sport et plus, c'est-à-dire qu'on fait le sport le matin et on peut avoir une activité complémentaire l'après-midi, qui peut être soit des cours d'anglais, soit des sports innovants, avec la pratique de sports qui sont un peu moins connus et moins communs. Par exemple, le paddle. Le paddle. Là, on a testé le basket 3-3 suite au JO et à l'engouement des jeunes pendant les JO. Donc ce genre de sport-là, le speedminton, enfin bon, différentes choses. Et puis la troisième option, ça va être le e-sport, où là, on le sait, hein, les jeunes aussi aiment les jeux vidéo, donc on va leur faire des compétitions de jeux vidéo, mais par contre, on tient vraiment à ce que ce soit dans une pratique encadrée du jeu. Donc il y a bien le sport et le e-sport, et ce qui fait qu'on arrive justement avec les deux à leur faire quelque chose qui convient à certains. On peut venir jusqu'à quel âge? Non, parce que Jeanne et moi, on ne sait pas encore quoi faire de nos vacances cet été. On peut vous trouver quelque chose. Ah, magnifique. C'est gentil. Bon, le e-sport, effectivement, sujet important, on va en parler ensemble, Xavier, dans un instant. D'abord, vous parliez des Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez observé une évolution dans le rapport des jeunes au sport ces dernières années, cette dernière année-là? Est-ce qu'il y a peut-être plus d'enthousiasme, peut-être aussi du coup plus de pression aussi, ou au contraire? On n'a pas ressenti ça chez nous. Et puis les séjours vont arriver cet été, donc on ne les a pas encore vraiment côtoyés. On va voir ça un petit peu... dans les prochaines semaines. Et puis il y a des compétitions qui arrivent tout le temps. Donc les Jeux Olympiques, malgré tout, c'était quelque chose de très positif pour le sport en France. Ça a généré un réel engouement pour le sport. Et dans tous les cas, c'est un formidable vecteur pour la pratique. Donc on espère que on va dans le bon sens, mais enfin des événements comme ceux-là sont fantastiques. Il en faudrait plus. Il en faudrait plus, effectivement. Quels sont les sports qui attirent le plus de jeunes aujourd'hui dans vos camps, mais ceux qui séduisent au contraire de moins en moins? Alors, ceux qui séduisent beaucoup, c'est un peu particulier, c'est le ski, à une période de l'année, donc l'hiver, mais aussi tout ce qui va être volleyball, le football, un peu plus en baisse dernièrement, mais enfin le football est un des sports principaux. Historiquement, la gymnastique et le basket. Le basket, sport historique de la création de Jackie Chazalon. Exactement. Effectivement. Alors vous parlez beaucoup aussi dans votre manière de présenter vos différents camps et notamment vos camps sportifs de donner du sens aux vacances, notamment par le sport. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous concrètement pour peut-être des jeunes justement qui eux sont perdus, qui sont en quête de sens? On parle régulièrement ici de cette quête de sens, du besoin de trouver du sens à sa vie quand on est jeune aujourd'hui et qu'on fait des choix, là typiquement en ce moment Parcoursup, des choix importants pour sa vie future. Donner du sens aux vacances, c'est quelque part la philosophie de Go and Live aujourd'hui? Tout à fait. Que ce soit par le sport, par les séjours linguistiques, les séjours culturels, déjà partir.
sortir de sa zone de confort, aller rencontrer l'autre, aller découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures, aller rencontrer... alors, l'éducation, vraiment chez Go & Live, on a cette vocation à vouloir faire des vacances intelligentes, éducatives. Et par le sport, on apprend énormément de choses. L'esprit d'équipe, le respect de ses coéquipiers, nos coachs sont très sensibles à ça et sensibilisent énormément les jeunes par rapport à ces choses-là, ce comportement en collectivité. Il y a des jeunes qui viennent de partout et finalement, quelque part, le respect des règles, le respect des autres et finalement, arriver à avoir des vacances qui se passent bien, ça vient de tout ça. Donc, le portable, il est donné qu'à certains moments de la journée. Le reste du temps, on communique, on discute, on partage des moments. Et vraiment, c'est de là que vient une très grande force. Quand on arrive à faire partager des moments à des jeunes, c'est chouette. On va en parler justement du portable et du rôle des écrans dans un instant. Et puis bien sûr du e-sport que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure. On le fait dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Xavier Aubert. Xavier, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Et Jeanne qui va nous parler aujourd'hui d'architecture, oui, mais d'une architecture un peu particulière, c'est vrai, puisqu'elle n'est pas destinée aux humains, mais plutôt aux non-vivants, aux végétaux, aux animaux. Et c'est important, effectivement, à l'heure où le vivant est menacé et doit être protégé. Et je vous ai écrit aux non-vivants, alors que c'est aux vivants, évidemment, dont je parlais. Je suis désolée, Philippine. Ça arrive, à l'occasion, en tout cas, de la diffusion par le Musée d'Art moderne de New York d'une série de vidéos intitulée Built Ecologies, pour écologie construite, qui donne la parole à des architectes particulièrement attentifs à l'intégration de la nature au bâti, mais surtout évidemment de la naissance de Happy, petite chatte européenne qui fait le bonheur de la rédaction et qui a trouvé en Philippines une maman interspécifique particulièrement aux petits soins. Cet alignement des planètes ne pouvait que me conduire à parler justement de cette architecture que les humains créent pour le non-humain.
Parce que c'est un sujet crucial, pas seulement. Vous me surprendrez toujours, Jeanne. Vous êtes émue, c'est normal de voir sa fille comme ça à l'écran. C'est un sujet crucial, pas seulement pour Happy. Non, pas seulement pour Happy Philippines. Essentiel même, en tout cas pour faire face à la course de l'urbanisation, à la destruction des lieux de vie animale qui ont conduit aux conséquences qu'on connaît, évidemment, le Covid en fait partie. Nombreux architectes, donc, continuent aujourd'hui le projet des pionniers, comme l'Argentin Emilio Ambaz. Lui, il a créé autant des colonnes pour les hommes, autant que des rameaux pour les oiseaux. On voit ici sa réalisation à Fukuoka, au Japon, voilà, sorte de cataracte végétale. D'autres poussent le curseur encore un peu plus loin. Certains architectes renouent avec la circularité des bâtis de jadis, quand la maison était à côté des champs, était à côté des fermes et de leurs greniers. Je pense au japonais Kengo Kuma, qui lui est lauréat du Pritzker Prize, le prix Nobel de l'architecture, qui a conçu une construction tournée vers le végétal, très belle, mais où il est possible donc d'y faire pousser fruits et légumes, de les récolter, de les cuire, de les stocker aussi, le tout tourné aussi vers le climatique. Il y a une attention particulière au vent, au soleil, à l'alignement, etc., pour optimiser le tout. Mais là, Jeanne, on n'a pas d'animaux, là? Non. On n'a pas de Happy dans la boucle. Non. Mais pourtant, il y a des architectes qui vraiment vont leur dévouer aux animaux leur pratique entière. Je pense à l'américaine Joyce Wang, qui est professeure à l'université de Buffalo aux États-Unis, et elle qui enseigne une architecture 100% animal friendly. On la retrouve sur le site du MoMA. Elle a construit, donc on voit à gauche une tour à chauve-souris, à droite un nichoir à oiseaux. Pour ça, elle a étudié les besoins thermiques des chauves-souris qui nécessitent des environnements chauds mais ventilés, qui accompagnent aussi leurs besoins et leur recours à l'écolocation, leur comportement grégaire. On le voyait aussi à droite, ce nichoir à oiseaux. Elle a pris en compte des matériaux qui absorbent le bruit, empêchent les reflets ou les vibrations pour que justement ils puissent y loger sans peur. En fait, c'est vraiment une rencontre entre l'éthologie, qui est l'étude du comportement des animaux, et l'architecture. Mais ça, j'ai l'impression que c'est pas nouveau si on pense aux écuries, aux pigeonniers, justement. Eh bien oui, l'architecture animalière, elle existe depuis toujours. Elle agit comme un refuge et à la fois comme un piège. Vous parlez des pigeonniers. Alors évidemment, il y en a depuis des siècles dans tous les pays du monde. On peut penser aux exemples assez magnifiques en Irak ou en Cappadoce, en bas, dans la fameuse Pigeon Valley, la vallée des pigeons. Les pigeons, alors petit moment, le saviez-vous, étaient particulièrement courus pour leur fiente philippine, oui. Ça s'appelait la colombine et ça s'appelle toujours la colombine. C'était vendu au Moyen-Âge à prix d'or et très recherché parce qu'un engrais absolument formidable pour l'agriculture. Et bref, à chaque époque et à chaque race son style, il existe aujourd'hui des fleurons du modernisme pour vos vaches couvées. Alors on peut admirer sur l'image à droite encore Kenzo Kuma et sa grille minimale pour volatile, à gauche une perle du brutalisme tout béton et bois signé Studio Marté Marté, dédié aux soins des chevaux sous les ombres géantes des Alpes autrichiennes. Qui a dit en effet que les animaux n'avaient pas le sens de l'esthétisme. Je me demande bien, Philippine. Oui. Et pour cause, je ne peux pas ne pas finir avec un exemple, un projet qui a été fait au Japon qui s'appelle Architecture for Dogs. Ça a fait en fait appel aux plus grands architectes du monde internationaux, ce qu'on appelle les starchitectes, qui sont lauréats de Pritzker Prize et compagnie. On compte Kengo Kuma lui-même, encore lui. Autre Pritzker aussi, là on voit Shigeru Ban et ses architectures en tube de carton, niche bibliothèque, niche colline, niche pavillon philippine et la version Festival de Cannes avec la star du monde canin, le Caniche Royal évidemment. Bref, vous l'aurez compris. Au-delà de l'anecdote, ces approches, elles sont ces approches à hauteur d'animal, à taille d'oiseau ou ces forêts urbaines, elles sont essentielles pour les penser les plaies liées aux activités humaines, à ne pas méconsidérer donc, et je vous demanderai évidemment laquelle de ces architectures pour chiens, mais pour Happy. Pour Happy, pour mon petit chat, je pense qu'on en sort le spécial Festival de Cannes, avec toutes les petites loupiottes et tout. Pour qu'elle puisse se mirer dans la glace. Bien sûr, regardez-moi ça. Exactement. Bon, je vais vous faire une photo. Et se servir de ces petites pattes comme des gants pour pouvoir se coiffer un peu le visage. Aïe, 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 je vous ramène une photo à la prochaine chronique. C'est gentil. Évidemment. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique. On lance ensemble la deuxième partie du talk. Bon,
après avoir parlé évidemment de mon chat, bien sûr, mais surtout d'architecture et puis de plein d'autres choses avec Jeanne, on va reparler, bien sûr, avec vous, Jeanne, et avec notre invité, Xavier Aubert, le président de Go & Live, de ce sport qui fait l'actualité depuis quelques mois, bien sûr, suite au JO en France, et qui fait votre actualité maintenant depuis 2001, c'est ça? Donc ça fait quand même quelques années, là. Ça fait quelques années. Ouais. C'est une activité qui est croissante chez vous ou... Alors, c'est une activité qui est bien remontée, parce que, bon, comme vous le savez, on a eu le Covid qui nous a anéantis pendant quelques temps. Le sport et les séjours en France sont repartis fort, donc le sport et les jeunes se portent bien. Bon, c'est important parce qu'effectivement, on entend souvent dire chez les jeunes, et on en parle aussi de temps en temps sur le plateau, que les écrans, que les réseaux sociaux ont un vrai impact, bien sûr, sur la santé des adolescents, mais aussi sur la pratique sportive des jeunes. Est-ce que vous partagez cet avis? Vous nous parliez justement du fait que vous preniez les portables et que vous les donniez aux adolescents et aux jeunes à un certain moment de la journée pour limiter justement leur utilisation. C'est une consigne que l'on applique depuis toujours pour justement favoriser le partage entre les jeunes, le partage avec les coachs et l'esprit d'équipe. Donc l'éveiller, les moments même en dehors des terrains, on recrute des animateurs BAFA pour en dehors des moments de sport, fédérer, animer et faire des activités pour lier. Parce qu'en fait, quelque part, à la fin de ces colos, les enfants doivent avoir vécu, je dis les enfants, on va jusqu'à 17 ans, mais les enfants, les ados doivent avoir vécu des moments. Et ces moments forts sont des moments de souvenirs. Dès qu'on sort de chez soi, dès qu'on part en vacances, ce sont des moments qu'ils ramènent avec eux. Et ils se font aussi des amis, ils se font des connaissances. Et ils peuvent après, à terme, garder le contact sur les réseaux s'ils le souhaitent. Mais dans tous les cas, pendant le moment de sport, pendant le moment de veillée, on partage. C'est un moment de partage, effectivement. De cohésion aussi. Mmh. On va parler des soft skills aussi que vous permettez de développer chez ces jeunes par le biais de ces séjours et de ces colonies. Je voulais qu'on parle aussi d'écran, parce que justement, en parlant de tout ça, est-ce que le e-sport dont vous avez commencé à nous parler en première partie du talk, que vous proposez aussi, peut être aujourd'hui considéré comme un sport à part entière dans une colonie sportive? Des questions qui peuvent être posées typiquement par des parents qui nous regardent aujourd'hui. On nous pose la question, effectivement, certains sont assez réfractaires, mais il y a de tout, et il faut de tout pour faire un monde. On s'est posé la question, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, les jeunes vont être enfermés ou sur des écrans, encore une fois. À partir du moment où on a décidé de proposer, alors c'est uniquement des jeux sportifs, donc football, basket, etc., mais c'est aussi donc avec un esprit d'équipe. Et puis, bien sûr, encadré. C'est-à-dire que on fait appel à des prestataires qui viennent expliquer aux jeunes les limites qu'il faut avoir. Et on pose d'ailleurs des limites, donc pour qu'après ils puissent vivre l'éveillé, vivre les moments communs. Combien de temps on a le droit de faire du e-sport dans vos colonies? En fait, c'est sur la formule sport et plus, donc pendant que certains vont faire de l'anglais, pendant que d'autres vont faire des sports innovants, sur la même durée, d'autres vont faire ces activités de e-sport. Donc c'est 3 heures dans l'après-midi, 2h30 dans l'après-midi, et c'est tout. Parce que faire du sport, faire du e-sport aussi, c'est aussi développer des compétences transverses, ce qu'on appelle parfois les soft skills ou les compétences du 21e siècle, la confiance, la discipline, l'esprit d'équipe, ça aussi. Vous avez raison, que ce soit sur le terrain ou à côté, être à l'aise avec la techno, être à l'aise avec le sport, être à l'aise aussi, avoir développé un sens individuel, esprit d'équipe, mais aussi aller chercher se dépasser, sont des choses qui vont être nécessairement utiles dans leur vie d'étudiant, dans leur vie d'élève, dans leur vie professionnelle. Et d'ailleurs, clairement, les compétences à venir vont évoluer. Ce qu'on va demander pour professionnellement, il y a de nombreuses choses que l'intelligence artificielle va nous amener, que la technologie va nous amener, et il faudra avoir développé
des compétences, ces soft skills, qui seront des facteurs clés de succès demain. Ouais. Et donc, la confiance en soi, le leadership, tout un tas de choses qu'on découvre en se confrontant à l'autre, en allant au-delà de ce que l'on connaît, en restant chez soi, sur son écran. Oui, voilà. C'est sûr que le développement de compétences risque d'être assez limité dans ces cas-là. Alors justement, en parlant de confiance, est-ce que vous voyez une évolution de la place des filles dans des sports qui peuvent paraître initialement masculins et inversement ? On a toujours sur nos séjours des filles qui viennent au foot. Après, il y a quand même des sports quand même à forte dominante féminine. Clairement, la gymnastique, ce genre, la danse, l'équitation. On a des sports comme ça qui ont des prédominances. Mais bon, globalement, il y a une petite évolution. Elle n'est pas suffisamment marquée aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être à nous finalement à proposer, à faire évoluer notre offre pour vraiment pouvoir répondre de manière marquée à ce besoin-là. Participer à une colonie sportive comme la vôtre, à des séjours comme le vôtre, c'est aussi travailler son rapport à l'erreur. J'ai l'impression, en tout cas c'est ce que vous mettez en avant aussi, à l'échec, à la compétition, dans le bon sens du terme. Ce sont des valeurs là aussi qui sont importantes pour vous et qui, quelque part, on en parlait dans une émission récemment, ne sont pas forcément bien abordées ou assez abordées dans le système éducatif français. C'est propre à chacun, c'est propre à l'éducation, mais il est vrai que le sport, que ce soit en sport individuel ou en sport co, c'est se mettre en danger parce que c'est risquer la défaite. Bien sûr. Risquer la défaite, mais c'est dans la défaite, c'est pas tout le temps dans la victoire qu'on apprend. Hein. On peut apprendre, on peut gagner de la confiance en soi, donc on acquiert des choses, mais on acquiert aussi beaucoup de choses dans la défaite. Et l'un et l'autre combinés font que finalement, quand on analyse ces échecs, quand on comprend que nos coachs vont comprendre les voies d'amélioration de manière pédagogique, parce que c'est vraiment pédagogique. Hein. Nos techniques, on joue pas à la baballe. Nos coachs ont des ateliers spécifiques, travaillés. On vient avec des programmes complètement établis et après qu'on adapte à chaque enfant. Donc c'est vraiment professionnel. On a vraiment des infrastructures. Vous me demandiez tout à l'heure ce qu'on avait comme infrastructure. On loue pendant l'été des complexes comme des CREPS ou des lycées qui ont énormément d'infrastructures, stades, gymnases. Et puis après, on est vraiment basé à Vichy, qui est notre plus gros pôle historique, où là, il y a 3 pôles avec énormément de jeunes qui viennent chaque été. Énormément de jeunes qui viennent. Alors comment donner envie à des jeunes qui sont aussi parfois un peu désengagés, qui ne sont pas forcément sportifs aussi, de venir participer? Est-ce que ça fait partie de votre public cible aussi? Oui, puisqu'on a des jeunes qui veulent finalement essayer peut-être un nouveau sport. On le voit, il y a des sports qui deviennent populaires et d'autres qui, des jeunes qui ont envie de changer de discipline. C'est le bon moyen finalement avant de s'inscrire à la rentrée sur une nouvelle discipline, de tester est-ce que ça me plaît ou pas. On a même des formules multisports qui permettent à des jeunes de s'essayer à différentes disciplines. Donc, voilà ce qu'on va faire cet été, Jeanne. Et puis comme on a moins de 17 ans, c'est parfait. Tout à fait, exactement. Nous nous inscrivons dès ce soir, Xavier. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On rappelle effectivement que vous êtes le président de Go and Live avec cet axe sur le sport qui est important et qu'on ne rappellera jamais assez. Merci à vous aussi, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, comme tous les jours et dès demain à 12h30, on se retrouve dans les Coulisses du Futur. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao, à demain.